9 novembre 1989. Les Allemands de l'Est investissent le mur qui divise Berlin en deux depuis presque 30 ans. Il tombe en quelques heures. Pour des milliers de Berlinois, c'est un moment historique. C'est enfin la liberté. Cet événement est la conséquence d'une série d'actions qui viennent de s'enchaîner dans les pays du bloc soviétique. Au printemps, les gardes-frontières hongrois ont démonté le réseau de barbelés qui sépare leur pays de l'Autriche. À l'été, 600 Allemands de l'Est en vacances en Hongrie sont passés en Autriche. Ils ont aussi été 1 millier à se réfugier dans l'ambassade de la République fédérale allemande à Prague. À travers ces événements, comment expliquer la chute du mur de Berlin? C'est l'enquête que nous avons menée. Que s'est-il passé? Les services secrets étaient-ils au courant? Ont-ils été débordés? Ont-ils laissé faire? 20 ans plus tard, une question reste posée. Quel a été leur rôle? Aujourd'hui, ils rompent le silence. Et pour la première fois, les espions parlent. L'histoire commence à Berlin en 1961, dans une Europe coupée par le rideau de fer depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En rouge, les pays communistes, satellites de l'URSS. En bleu, les pays dits capitalistes. L'Allemagne, responsable de la guerre, occupée par les Alliés, est elle-même séparée en deux. À droite, la RDA, l'Allemagne de l'Est, pays communiste. À gauche, la RFA, l'Allemagne de l'Ouest, pays capitaliste. Quant à la ville de Berlin, située au cœur de l'Allemagne de l'Est, elle est partagée entre les 4 vainqueurs de la guerre. Les Soviétiques, qui s'attribuent la plus grande partie, font tout pour chasser les Occidentaux de cette enclave dans leur territoire. En août 1961, Moscou et le gouvernement est-allemand décident de construire un mur qui encercle les zones des Alliés. Ils veulent mettre fin à l'exode massif des Allemands de l'Est qui passent à l'Ouest où les conditions de vie sont bien meilleures. Ivan Kouzmine, jeune officier du KGB, les services secrets de l'Union soviétique, est en poste à Berlin ce 12 août 1961, sous couverture de la Stasi, les services secrets de l'Allemagne de l'Est. L'opération a été menée à 2 heures du matin. Le téléphone a sonné et on m'a dit de me rendre au travail. J'ai compris. Pendant 8 heures, j'ai été chargé de parcourir la ville dans tous les sens en voiture et d'évaluer la situation dans la population. On pouvait craindre pour le lendemain, le lundi, qu'il y ait d'énormes rassemblements de foule en certains endroits stratégiques. Mais si on en juge par les communiqués de la police et du ministère de la Sécurité d'État, c'est-à-dire les services secrets, c'était vraiment calme. Pas pour longtemps. Le 27 octobre 1961, les gardes-frontières est-allemands veulent contrôler les papiers des Américains qui se rendent en secteur soviétique. Cette exigence est contraire au droit de libre circulation dont bénéficient les forces d'occupation. Conséquence, 10 chars américains et 10 chars soviétiques prennent position de part et d'autre du mur à Checkpoint Charlie, l'un des rares points de passage. Le face-à-face dure 3 jours, mais il ne se passe rien. La tension atteint son paroxysme 2 ans plus tard, le 26 juin 1963, avec la visite à Berlin du président des États-Unis, John Kennedy, qui apporte son soutien aux habitants de Berlin. Tous les hommes libres, où qu'ils vivent, sont des citoyens de Berlin. Et c'est ainsi qu'en tant qu'homme libre, je suis fier de prononcer ces mots. Je suis un Berlinois. Symbole de la guerre froide, de la confrontation Est-Ouest, Berlin devient alors le terrain de chasse favori des espions.
Werner Grossmann est en 1984 l'adjoint de Markus Wolf, le patron de la Stasi. Il est chargé du recrutement des espions. Je veux dire que pendant ces années-là, nous avons pu recruter un grand nombre d'agents, comme nous les nommions. Et ils occupaient des positions influentes dans la République fédérale. Nous connaissions les décisions les plus importantes qui étaient prises concernant la politique de l'Allemagne de l'Ouest vis-à-vis de la RDA et de l'Union soviétique. Nous pouvions recevoir des informations en temps réel, ou bien très vite après qu'elles aient été prises. Nous pouvions donc réagir aussitôt en transmettant ces informations à la direction du parti et de l'État. Gabrielle Gast fait partie de ces agents secrets. Dans le cadre de ses études, elle est autorisée comme d'autres étudiants à se rendre à Berlin-Est pour travailler sur sa thèse. C'est là qu'elle est approchée par deux hommes. L'un s'appelait Müller, l'autre s'était présenté sous le nom de Schmidt. C'était en réalité Karl-Heinz Schneider, un collaborateur des services secrets extérieurs de la Stasi. Avec lui, entre lui et moi, une relation personnelle s'est développée. Ça a été le point de départ pour mon recrutement à la Stasi. Markus Wolf, le maître espion est-allemand, s'intéresse à cette jeune femme. Il la fait venir clandestinement à Berlin. Il la rencontre à plusieurs reprises. Markus Wolf avait depuis un certain temps une idée en tête. Cette idée, c'était que dans le contexte d'une recherche d'emploi, je tente de me faire recruter par les services secrets ouest-allemands, le BND. J'ai réussi. Je suis entré au BND et j'ai été affecté dans le service d'analyse politique spécialisé sur l'Union soviétique. Pour la Stasi, c'était un énorme succès que je sois employé là. J'ai transmis au service est-allemand pendant des années toutes les informations politiques qui intéressaient mon secteur de travail. Une liaison par un courrier avait été mise en place. Cela veut dire que la Stasi envoyait toutes les 4 semaines un agent chez moi à Munich. Il montait dans le train de la zone soviétique en direction de la RDA, et il mettait les photos que j'avais faites dans un container qu'il cachait dans les toilettes. Les containers étaient ensuite vidés de l'autre côté de la frontière par la Stasi. Si les services secrets de l'Allemagne de l'Est recrutent et infiltrent beaucoup d'agents dans les administrations ou les ministères à l'Ouest, l'inverse n'est pas vrai, selon Hans-Georg Wieck. Il était patron du BND, les services secrets de l'Allemagne de l'Ouest. Nous n'avions que quelques agents infiltrés à l'Est. Ils n'étaient pas en nombre élevé, mais placés aux bons endroits. Il est bien plus difficile de pénétrer dans un système fermé, comme celui de l'Allemagne de l'Est, que dans une société ouverte comme la République fédérale d'Allemagne, la France ou la Grande-Bretagne. À Berlin-Est, le ministère de la Sécurité d'État et les services secrets, qui occupent tout un quartier de la ville, sont un pilier essentiel du régime. La Stasi est omniprésente. Durant cette période, Milton Burden est responsable de la section Pays de l'Est à la CIA, les services secrets américains. Si 4 Allemands de l'Est buvaient une bière dans un bistrot, ils savaient tous les 4 que l'un d'entre eux travaillait pour la Stasi. Ils avaient un système de taupes qui était extrêmement pernicieux. Et tout le monde en Allemagne de l'Est le savait. Ils savaient que s'ils avaient un contact avec une seule personne, il était possible que cette personne soit une taupe de la Stasi. Et cette personne pouvait même être leur femme ou bien leur mari.
De ses bureaux bunkers à Berlin, la Stasi gère 91 000 fonctionnaires et 190 000 indicateurs pour 16 millions d'habitants. Forte de ses antennes, les points gris, de ses centres d'interrogatoire, les points rouges, de ses prisons, les points noirs, sur tout le territoire de la RDA, elle peut juguler la moindre opposition. Il lui suffit d'incarcérer les ennemis du socialisme dans ces prisons comme celle d'Hohenschönhausen à Berlin. Hossein Yazdi, espion arrêté à Checkpoint Charlie, porteur de documents secrets, est resté 16 ans dans les geôles de la Stasi. Ce qui caractérisait Hohenschönhausen, où nous sommes, c'était l'isolement total. Il y avait des fenêtres opaques, on pouvait juste deviner le jour et la nuit. On n'avait pas de livres, on n'avait pas de journaux, on n'avait pas le droit d'avoir le moindre bout de papier. On n'avait pas le droit de se coucher sur le chalit. On avait seulement le droit de s'asseoir sur un tabouret. On n'avait bien sûr pas le droit de parler. Après 20 jours d'isolement total, c'est certainement une méthode fantastique pour faire parler qui que ce soit. L'être humain a besoin d'un interlocuteur. On estime que plus de 200 000 personnes sont passées par les prisons de la Stasi. Comment vivre dans un tel climat de suspicion généralisée? Pendant 27 ans, des milliers d'Allemands de l'Est n'ont qu'une idée: franchir le mur, passer à l'Ouest. 1135 personnes vont tomber sous les balles des Vopos, la police du peuple. La première victime, un jeune homme de 24 ans, est tué quelques semaines seulement après la construction du mur. La dernière le sera 9 mois avant sa chute. Au fil des ans, plus de 5000 citoyens de RDA vont néanmoins gagner la liberté par tous les moyens imaginables. Petit à petit, le pays se vide de son sang. L'économie de la RDA commençait à se détériorer. Les gens qui fuyaient étaient essentiellement des gens qualifiés, et dans toute une série de branches, on a commencé à manquer de spécialistes. Pourtant, le système, avec sa jeunesse embrigadée et ses manifestations de ferveur populaire toute stalinienne, aurait pu perdurer de nombreuses années encore. Mais une série d'événements va fissurer le rideau de fer. Le premier, c'est l'élection d'un pape polonais, Jean-Paul II. Le 2 juin 1979, il se rend dans son pays natal. Le général Wojciech Jaruzelski est alors ministre de la Défense dans le gouvernement communiste qui dirige la Pologne. C'était une visite très importante, non seulement sur le plan religieux, mais aussi sur le plan social, politique et pour l'État. Pour des raisons évidentes, la réaction a été négative, même très critique, non seulement de la part de Brejnev et de l'Union soviétique, mais dans tous les pays du bloc. Ils ont tous considéré ce voyage du pape comme un sérieux coup porté au système, un coup susceptible de remettre en cause certains principes socialistes. La critique était aussi adressée au pouvoir polonais, qui avait facilité l'élection du pape par sa politique de tolérance religieuse. La réaction du bloc socialiste n'échappe pas au service secret américain. Joe Whipple, agent de la CIA, est à cette époque analyste en Allemagne fédérale. L'élection du pape Jean-Paul II en 1978 a été un véritable désastre pour l'Union soviétique. Le premier voyage qu'il a fait en Pologne, lorsqu'il s'est adressé à 2 millions de personnes, il a arrêté son homélie, regardé la foule et il a dit « Vous êtes la véritable Pologne ». Ils ont dû avoir une crise cardiaque au Kremlin. Pour le pape, la véritable Pologne, c'est la Pologne des fidèles, des catholiques, dans un pays où la puissance de l'Église est réelle. Avant, on n'imaginait pas qu'on pouvait sortir dans la rue et éprouver de la joie avec les autres. C'était la première étape pour se libérer de la peur. Et cela
signifiait le début de la fin du communisme. C'est encore de Pologne que vient un an plus tard le deuxième coup de boutoir qui va ébranler le bloc soviétique. Une série de grèves éclate. La plus dure, au chantier Lénine de Gdansk, entreprise phare de la Pologne populaire avec ses 16 000 ouvriers. Lech Walesa, un électricien, s'impose à la tête du mouvement. Il a 36 ans. C'est nous à Gdansk qui avions le plus d'expérience dans la lutte parce qu'il y avait déjà eu les révoltes de 1970. Nous observions tout ce qui se passait dans le pays et nous sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait fédérer tous les mouvements de grève. Nous avons organisé la classe ouvrière et nous y avons ajouté toutes les professions, les médecins, les acteurs, les écrivains, les journalistes, et nous avons invité au chantier naval des caméras du monde entier. Dès les premiers arrêts de travail, le SB, les services secrets intérieurs polonais sont sur place. Wiesław Poznański est responsable de la région de la Baltique. Je suis allé à Gdansk au chantier pour voir ce qui se passait, bien sûr. Je dois vous dire, même si je ne devrais peut-être pas vous le dire, je disposais d'une carte de presse comme couverture. Nous savions qu'un scénario bien précis était réalisé, le même que celui qui n'avait pas marché en 1970. Derrière ce scénario, derrière tout ça, il y avait l'Occident d'une manière générale. Il y avait la CIA, l'espionnage américain. Et aussi des financements du Vatican et d'autres sources, à travers des syndicats ouvriers, etc. Il y avait donc un financement très important qui venait de l'autre côté. Financement étranger ou pas, devant la paralysie générale de l'économie polonaise et les pénuries alimentaires, le pouvoir entame des pourparlers. Lech Walesa, fort du soutien de millions de travailleurs, se révèle un négociateur coriace. On leur a dit, vous nous avez toujours menti, et vous allez continuer à mentir. Toute la nation, presque toute la nation vous dit, on ne veut plus de vous. Vous n'êtes pas nos représentants. Ils ont cédé. Nous avons forcé les communistes à reconnaître par écrit la création d'un nouveau mouvement syndical, indépendant du parti et du pouvoir. Solidarność, tel est son nom, voit le jour le 31 août 1980. Le syndicat compte très vite 10 millions d'adhérents dans tous les secteurs de la société polonaise. À Moscou, surtout dans les services secrets, on comprend la portée de cet événement. Nikolai Leonov est alors directeur des informations extérieures du KGB. Nous disions au KGB de manière nette, mais à vrai dire de manière assez risquée pour cette époque, que le socialisme en Pologne venait de subir une défaite. Quand Andropov nous demandait « Et pourquoi le pensez-vous ?», nous disions « Parce que le parti a perdu le peuple, il a perdu l'influence sur le peuple. » Et sur quoi tient le pouvoir alors ? Nous disions « Le pouvoir socialiste tient en Pologne sur la carcasse. » Devant l'ampleur du mouvement, les distributions de tracts, les appels incessants à la grève, les services secrets polonais qui ont infiltré Solidarité sont paralysés. Le syndicat était infiltré, bien sûr. Oh que oui, infiltré à un degré élevé même. Mais comme c'était un mouvement de masse, et ça, il ne faut pas l'oublier, cette infiltration ne servait pas à grand-chose. Le pouvoir de l'époque était conscient que si on avait dû réagir de manière efficace à tous les actes de provocation dont on nous informait, il aurait fallu s'orienter vers une terreur gigantesque. Le général Jaruzelski, devenu Premier ministre en 1981, est pris en tenaille entre les aspirations démocratiques du peuple polonais et le grand frère soviétique. Il
est convoqué à Moscou le 5 décembre de la même année. Les honneurs avec lesquels la momie Léonid Brejnev accueille le Premier ministre polonais cachent la teneur réelle des entretiens. Dans cette réunion, ils ont émis un jugement très critique sur la situation en Pologne. Ils ont souligné que ce n'était plus seulement une affaire interne à la Pologne, mais que la situation avait une influence sur la sécurité de tout le bloc soviétique. Et ils ont laissé entendre, pas de manière explicite, mais assez clairement tout de même, que si les choses continuaient ainsi, le bloc soviétique devrait intervenir. Il était impossible de s'appuyer sur qui que ce soit, à part sur la police et l'armée. Et dans ces structures de force, la seule personne qui suscitait le respect était Jaruzelski. Ainsi, nos conversations avec lui concernaient le fait qu'il allait sûrement jouer le rôle du sauveur de l'unité de la Pologne. Wielki jest ciężar odpowiedzialności, jaka spada na mnie w tym. Ce rôle, le général Jaruzelski l'assume. Il apparaît en uniforme à la télévision, proclame le contrôle militaire de la Pologne, l'interdiction des grèves et la suppression des libertés fondamentales. Les images font le tour du monde. C'est cet homme, le général Czesław Kiszczak, ministre de l'Intérieur et patron des services de sécurité, qui met le plan à exécution. Les chars investissent Varsovie. En quelques heures, cette solidarité de 10 millions de membres s'est dispersée. Il n'y a pas eu, j'aimerais bien le préciser, d'arrestation. Il y a eu des internements. L'internement, c'était un moyen intermédiaire entre une arrestation et une détention. L'opposition était contrôlée par nous à 100%. Nous savions qui en était membre, quelles étaient ces structures qui faisaient tourner les imprimeries clandestines, qu'est-ce qu'on imprimait. Nous savions d'où provenait l'aide financière. À tout moment, nous étions capables de mettre la main dessus. Il aurait été possible, en intensifiant les répressions, de liquider l'opposition plus vite. Nous ne l'avons pas fait, car il était plus facile de contrôler que de liquider. Pour Valéry Retchenski, résident du KGB à Varsovie à ce moment-là, ce contrôle du syndicat Solidarité n'est pas très efficace. Je n'ai pas constaté que le gouvernement polonais luttait très fort contre Solidarité, de manière très agressive. Je ne l'ai pas vu. C'est-à-dire qu'il menait des opérations doucement contre Solidarité. Il fermait bien sûr quelques bureaux, mais comment les fermait-il? Cela se passait ainsi. Les services secrets, la SB arrivaient, les policiers entraient, ils mettaient tout le monde dehors, puis calmement, ils scellaient la porte, mettaient des cadenas et l'affaire était close. Ils n'emmenaient personne parce qu'ils s'en foutaient. 10 000 militants sont tout de même arrêtés. La police, l'armée, la milice bouclent les secteurs clés et ferment les frontières. La Pologne rentre dans le giron soviétique. En RDA, Erich Honecker, qui dirige le pays depuis 1971, suit les événements chez son voisin polonais. Mais il se sent préservé, à l'abri derrière le mur qui a été modernisé, sécurisé. Les abords ont été dégagés. Des segments en béton ont remplacé les parpaings des débuts. Un no man's land a été installé, ainsi que plusieurs rangées de barrières électriques et un éclairage permanent la nuit. Erich Honecker tient son pays d'une main de fer. Et il est au mieux avec les grands vieillards qui se succèdent au Kremlin. Brejnev, Andropov, Tchernenko. Il partage d'ailleurs avec eux un grand secret, dont Winfried Heinemann, colonel de l'armée allemande, découvre les détails dans les archives de la Stasi. Ce que nous avons trouvé, ce sont des plans pour la mobilisation, la préparation et l'invasion de l'Allemagne de l'Ouest.
L'invasion de Berlin-Ouest aurait été la seule opération militaire menée par des Allemands de l'Est, avec toutefois une participation soviétique. Le régiment de défense aérienne 40 aurait eu pour tâche d'occuper les deux grands aéroports, Tegel et Tempelhof, donc de tenir immédiatement les points stratégiques de l'Ouest. Aujourd'hui encore, les anciens de la Stasi n'en parlent pas volontiers. Certains savent qu'ils s'exposeraient peut-être à des poursuites judiciaires. Ces plans ont existé jusqu'à la fin de la RDA. En réalité, à partir de 1985, la mise en œuvre de ces plans devient improbable, car une ère nouvelle s'ouvre à Moscou. Mikhail Gorbatchev, nouveau secrétaire général du Parti communiste, lance la glasnost, la perestroïka, transparence et ouverture. Surtout, il abandonne la doctrine Brejnev. Les pays satellites de l'URSS doivent désormais prendre leur destin en main. Le pouvoir a commencé de changer chez eux. Les peuples ont acquis le droit de choisir leur mode de fonctionnement, leur régime, leur pouvoir. Et ils ont obtenu la possibilité de résoudre leurs problèmes eux-mêmes, au niveau de leur constitution. Cela a eu une importance cruciale. Un vent d'air frais commence à souffler derrière le rideau de fer. Mais à Moscou, la situation de Gorbatchev ne semble pas aussi assurée que cela. Surtout au sein de ses propres services secrets. Lors d'un de mes séjours en Union soviétique, le chef du KGB a donné une réception solennelle à l'occasion de mon arrivée. Il a porté le premier toast en proposant de boire à la santé du leader polonais, du général Jaruzelski. Alors évidemment, tout le monde s'est levé, tout le monde a bu et tout le monde a applaudi. Au bout de quelques minutes, j'ai pensé qu'il serait bon de porter un toast à mon tour et j'ai porté un toast à la santé du leader de l'Union soviétique, chef du Parti communiste de l'URSS, à Gorbatchev. Silence. Un silence profond. Personne ne s'est levé, personne n'a applaudi et personne n'a bu. Ce n'était pas de la malveillance, c'était de la pure hostilité envers Gorbatchev. En tant qu'homme politique, d'après l'idée que je me fais d'un homme politique, Gorbatchev n'avait absolument aucune volonté. Il était d'une veulerie sans nom. C'était une poupée de chiffon et en plus un incroyable poltron. Il lui arrivait de s'énerver quand il était mis en difficulté, mais cela n'allait jamais vraiment bien loin. Gorbatchev savait que ses services, principalement le KGB, ne voulaient pas de ces réformes. Alors il cherchait à les contourner. Il y a eu donc un chaos organisationnel. Le problème était de savoir qui allait en profiter, et c'est nous qui en avons profité. Nous étions plus rapides. Gorbatchev prenait ses décisions plus lentement. Moi et beaucoup d'autres, nous savions bien que le communisme était irréformable. C'est pourquoi on l'incitait à faire des réformes. On l'applaudissait parce qu'on savait que ça allait déclencher certains processus et que le communisme allait s'écrouler. Et c'est ce qui s'est fait. Un autre événement, à l'autre bout du monde, ébranle un peu plus le vieil édifice communiste. L'armée rouge qui s'est emparée de l'Afghanistan en 1979 est en train de subir une cuisante défaite. En 1986, Milton Burden est en mission pour la CIA au Pakistan. Il est chargé de fournir argent, armes et entraînement aux Afghans contre les Soviétiques. C'était impossible de gagner pour eux. Ils n'auraient jamais pu avoir suffisamment de troupes en Afghanistan pour parvenir à contrôler le pays. Ils auraient eu besoin de 500 000 soldats et ils ne disposaient pas de 500 000 soldats. Lorsque Gorbatchev prononça son discours à Vladivostok en 1986 et qu'il qualifia l'Afghanistan de plaie sanguinolente, il avait déjà pris à ce moment-là la décision de quitter le pays. Mais la pression de l'armée était trop importante et son arrivée au pouvoir trop récente.
Alors il leur a donné 1 an pour changer la face des choses, et tel était le sujet de discussion au Politburo entre 1986 et 1987. C'était soit de donner à l'armée 1 année de plus, ou bien il fallait se retirer tout de suite. 14 000 soldats de l'armée rouge vont laisser leur vie dans le bourbier afghan, avant que le pouvoir à Moscou ne décide de se retirer du pays. Le 29 février 1989, le dernier char russe quitte l'Afghanistan. C'est le Vietnam de l'URSS. Au même moment en Pologne, un nouveau coup est porté au système soviétique. Le syndicat Solidarité se reconstitue dans la clandestinité, même si l'enthousiasme militant des débuts n'est plus au rendez-vous. Quant au pouvoir communiste, il est carrément à bout de souffle. En fait, Solidarité était trop faible pour prendre le pouvoir. Et le pouvoir était trop faible pour mener les changements économiques absolument nécessaires, très difficiles, pénibles. Mais il faut dire que la société ne voulait pas de ces réformes. Le gouvernement communiste et le syndicat Solidarité sont dos au mur. Ils n'ont qu'une solution, négocier. C'est la fameuse table ronde. Les deux partis s'engagent dans l'organisation des premières élections libres dans un pays du rideau de fer. Ces élections doivent en théorie aboutir à un partage du pouvoir favorable aux communistes. La réalité est tout autre. Les services secrets polonais, le SB, connaissent, eux, les véritables intentions des dirigeants de Solidarité. Nous, on posait des écoutes dans des chambres, sur les téléphones. On utilisait des techniques opérationnelles, ça s'appelait ainsi. On utilisait aussi des gens comme source d'information. On transmettait les informations recueillies au pouvoir, mais celui-ci, bien sûr, ne nous disait pas ce qu'il comptait faire de tout ça. Nous avons su ainsi que de l'autre côté de la table ronde, il n'y avait pas de volonté. C'est-à-dire, il n'y avait pas de volonté de respecter les accords. C'est ça, ils voulaient rafler la mise. En fait, le pouvoir comptait sur la loyauté de ceux qui étaient de l'autre côté de la table ronde. Et il s'est avéré que cet autre côté n'avait pas du tout envie de se comporter loyalement. C'était la preuve de la naïveté du pouvoir. Je n'ai jamais trop voulu parler de ce sujet. J'ai longtemps évité les entretiens auxquels j'étais invité, car cela me mettait dans une situation un peu délicate. En fait, je suis un homme bien élevé, honnête, qui respecte sa parole. Et moi, je n'ai pas pu jouer honnêtement dans cette affaire, parce qu'il fallait que je sois d'accord pour la table ronde. D'une main, j'ai signé, j'ai donné mon accord, et dans ma tête, je pensais, zut, non. Il faut revoir tout ça. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas. Quand on signe des accords, ils doivent être respectés. Alors moi, je ne suis pas un exemple à suivre. Le mieux serait de ne pas parler de ça, mais c'est déjà fait. Aux élections qui suivent la table ronde, les communistes perdent tout. Ils se croyaient pourtant protégés par le système législatif complexe qu'ils avaient imposé. Pour la première fois dans un pays du bloc soviétique, un non-communiste, Tadeusz Mazowiecki, va diriger un gouvernement. La tentation du coup de force est alors vive. Il y avait des personnes à l'extrême gauche qui voulaient annuler les élections et revenir à l'ancien régime. Il y en avait aussi à l'extrême droite, je ne veux mentionner aucun nom, qui proposaient aussi d'annuler les élections. En théorie, c'était possible. Et quelque part, en marge, je le souligne, en marge, des tentations de ce genre apparaissaient. Nous avions de notre côté l'armée, la sécurité, le parti. J'avais la garde suprême de l'armée. On aurait pu continuer. Ça aurait été une mauvaise chose et risqué, mais c'était possible. Le communisme vient d'être balayé en Pologne. Dans le même temps, en Hongrie, un autre pays vassal de l'URSS, un vent de changement se met à souffler. Janusz Kadar, au pouvoir depuis 30 ans, a fait son temps. Surtout,
Il ne cache pas son scepticisme devant la perestroïka que tente d'imposer Gorbatchev. Boris Mousatov, ambassadeur du RSS en Hongrie dans les années 80, est présent lors d'un entretien entre Kadar et Gorbatchev. Alors que Gorbatchev discourait sur l'avenir de la perestroïka, Kadar lui a dit comme ça, l'air de rien, « Tout ça c'est très bien, Mikhail Sergueïevitch, mais est-ce que vous ne craignez pas de subir le même sort que Khrouchtchev? Je veux dire un complot contre vous, etc. » Gorbatchev est resté pantois, puis avec un rire forcé, il a dit « Vous me prenez pour plus bête que Khrouchtchev ou quoi? J'ai tout prévu. » Et la question n'avait pas été posée par hasard. Si Gorbatchev et Kadar ne sont pas dans les meilleurs termes, en revanche, les chefs de leurs services secrets s'entendent comme larrons en foire. Rares sont les images où on les voit ensemble. Ici, Janusz Bogi, patron des services secrets hongrois, aux côtés de Markus Wolf, ex-chef de la Stasi et gorbatchevien, et Kryuchkov, patron du KGB, nommé par Gorbatchev. Un an après cette séquence inédite, tournée par un amateur dans une datcha de la campagne hongroise, Kadar est mis sur la touche et la jeune garde du Parti communiste prend le pouvoir. Miklos Nemeth devient Premier ministre. Il a à peine 40 ans le jour de son investiture. Ce 24 novembre 1988, je prête serment, je signe les documents et je retourne dans mon bureau. L'ambassadeur de l'URSS est là, il m'attend dans mon bureau et il me présente une invitation à Moscou. C'était la coutume, c'était comme ça. Le nouveau dirigeant devait s'y rendre dès le lendemain de sa prise de fonction. J'ai remercié l'ambassadeur de l'URSS de son invitation, mais je lui ai expliqué que je ne pouvais pas m'y rendre avant que le budget du pays soit adopté. Je me suis servi de ce prétexte pour rompre avec la tradition et pour gagner du temps. C'est en mars 1989 seulement que Miklos Nemeth se rend à Moscou. Il veut informer Gorbatchev d'une décision qu'il vient de prendre. Une décision qui va se révéler déterminante dans les événements à venir. J'ai décidé de rayer du budget le maintien du rideau de fer, ce barbelé qui séparait l'Europe de manière anachronique. Nous n'avions pas le budget pour maintenir ce système électrique qu'il fallait renouveler. Cela aurait coûté une fortune dont la Hongrie ne disposait pas. La réaction de Gorbatchev a été très intéressante quand je lui ai annoncé ma décision. Il regardait loin devant lui et il m'a dit deux choses. Une, que notre système socialiste fonctionne très bien. Deux, que chaque pays devait prendre ses propres responsabilités. Il a ajouté, « Je ne comprends pas, d'ailleurs, en quoi cette affaire est essentielle pour vous. » Devant ce feu vert du grand frère soviétique, les Hongrois arrachent une ligne de barbelés et coupent l'électricité sur les 270 km de la frontière qui sépare leur pays de l'Autriche. Cette clôture est d'une redoutable efficacité. En 20 ans, sur les 13 500 tentatives de fuite vers l'ouest, seuls 300 ont réussi. Arpad Bella et Itzvan Franco faisaient partie de l'état-major des gardes frontières de la région de Sopron. Nous sommes à la frontière occidentale, près du lac Ferto, qui était une zone interdite à l'époque. Elle s'étendait sur 8 à 10 km, entre les montagnes et le lac. Ce no man's land n'était accessible que pour des personnes autorisées, des pêcheurs, des chasseurs et des ramasseurs de roseaux. C'était pour la plupart des gardes frontières bénévoles ou volontaires,
Je veux dire, des informateurs qui nous facilitaient le travail. Ils ont attrapé pas mal de gens qui essayaient de passer la frontière. À la suite du démontage du système électrique, les frontières ne pouvaient plus être surveillées comme avant. Et pourtant, c'est ce que nos chefs attendaient de nous. C'était un non-sens, de tous les points de vue. La Hongrie devient le maillon faible du bloc communiste, car sa frontière occidentale n'est plus hermétique. Cette situation inquiète pour deux raisons. La première, 200 000 soldats de l'armée soviétique stationnent en Hongrie. La seconde est un secret d'État que László Danko, chef du contre-espionnage hongrois, est l'un des seuls à connaître. En surveillant et en suivant les attachés militaires et les espions des pays de l'OTAN, nous avions détecté différentes bases nucléaires soviétiques qu'ils espionnaient sur notre territoire. Nous avions remarqué qu'ils effectuaient 70 à 80% de leurs allées et venues dans les mêmes régions. Ce que nous ignorons encore aujourd'hui, c'est comment eux avaient appris où se trouvaient les bases nucléaires. Ce secret, Miklos Németh, le Premier ministre hongrois, l'apprend quelques semaines après sa prise de pouvoir, lorsqu'il est conduit dans une pièce sécurisée du ministère de la Défense. Il y avait deux dossiers préparés sur une table. On les a ouverts. L'un était en hongrois, l'autre en russe. Ils étaient écrits à la main. Il s'agissait de l'accord conclu dans les années 1969-70 entre Kadar et les dirigeants soviétiques de l'époque. J'ai appris à ce moment-là que contrairement au discours officiel, au nord du lac Balaton, quelque part dans les montagnes, il y avait des missiles balistiques soviétiques avec leurs charges nucléaires. Lors d'un voyage à Moscou en été 1989, Miklos Németh obtient de Gorbatchev le retrait à terme des armes nucléaires et des soldats de l'armée soviétique. Nous sommes au début des vacances, et comme chaque année, les Allemands de l'Est viennent ici en Hongrie. Ils sillonnent le pays dans leurs voitures, des trabants brinque-ballantes et envahissent les campings du Danube ou du lac Balaton. Les espions de la Stasi sont à l'affût. Ils se mêlent aux estivants. Maria Kivago, fonctionnaire dans le contre-espionnage hongrois, était chargée des contacts avec eux. Les agents de la Stasi passaient devant les maisons au lac Balaton. Et quand ils voyaient dans le même jardin une voiture immatriculée DDR, c'est-à-dire en Allemagne de l'Est, et une autre immatriculée en RFA, en Allemagne de l'Ouest, ils faisaient un rapport. Et quand le citoyen d'Allemagne de l'Est rentrait chez lui, on l'interrogeait. On lui demandait qui il avait rencontré en Hongrie, où il avait habité, etc. En fonction de ses réponses, ou bien ils essayaient de le recruter, ou bien il n'était plus autorisé à aller en Hongrie. Cet été 89, les agents de la Stasi venaient nous voir plus souvent qu'avant. La raison est simple. Les photos des gardes frontières hongrois coupant les barbelés attirent un grand nombre d'Allemands de l'Est. La Stasi est donc sur les dents, comme le constate à ce moment-là István Horváth, ministre de l'Intérieur hongrois. Les Allemands de l'Est voulaient qu'on continue la pratique des années d'avant, c'est-à-dire que tous ceux qui avaient essayé de passer illégalement en Autriche ou en Yougoslavie devaient être rendus aux autorités est-allemandes et reconduits chez eux, en groupe, par avion. Mais en été 89, nous n'avons plus respecté cet accord bilatéral. Conséquence, des Allemands de l'Est se ruent dans l'ambassade de RFA. Ils demandent l'asile politique et un passeport. D'autres cherchent le soutien des organisations caritatives et des églises.
Le père Cosma était curé à Budapest. C'était comme un déluge. On ne pouvait pas s'y préparer. En quelques jours, les rues de la ville étaient envahies par des Allemands de l'Est. Dans les parcs, il y avait des centaines de tentes. Nous avons essayé de les aider avec les moyens du bord. Le 5e jour, l'ambassade de RFA s'est installée dans l'église. C'est ici qu'on leur a délivré leur passeport. Mais avec l'arrivée du consulat, les agents des services secrets ouest-allemands sont arrivés aussi. Quand les espions de l'Ouest arrivent, ceux de l'Est ne tardent pas. La Stasi rôde autour du camp. Ses agents sont même surpris en train de photographier les réfugiés. Ce qui est certain, c'est qu'ils étaient aussi présents au sein du camp. Mais les réfugiés étaient très méfiants. Déjà entre eux, ils ne se parlaient pas. Les premiers 15 jours, ils étaient très renfermés, méfiants. Ils avaient peur des informateurs. Ils ne savaient pas si leur voisin de tente n'était pas un mouchard. Les officiers de liaison de la Stasi, qui venaient me voir, sous prétexte de bavardage, c'était un homme et une femme, un couple. Ils me demandaient en permanence des informations sur le nombre d'Allemands de l'Est qui séjournaient dans les camps, sur le nombre de gens susceptibles de faire des tentatives pour passer la frontière. Nous avons senti qu'ils étaient de plus en plus nerveux. L'occupation de l'ambassade de la RFA, surtout, les irritait beaucoup. Le père Cosma reçoit un jour une visite inattendue. Le consul de la RDA est venu me voir, car il voulait prendre contact avec les réfugiés. Je lui ai tout de suite dit oui. Je lui ai demandé pour quelle raison. Il a répondu qu'il voulait les informer, que tout le monde pouvait rentrer en RDA sans poursuite à leur retour. J'ai donc fait venir une caravane qui a été stationnée sur le trottoir en dehors du camp pour le consul est-allemand. J'ai dit au consul qu'ainsi, il pourrait recevoir ceux qui voudraient bien le voir. Personne n'a voulu le voir, naturellement. Janusz Zolzer, journaliste pour la télévision allemande ARD, était là. Ils se sont mis à lancer des pierres sur la caravane. Ils y ont écrit Stasi et puis ils l'ont renversée. Donc la Stasi a été contrainte de se retirer de la proximité du camp, au moins officiellement. Ce que nous craignons, c'est que la situation devienne ingérable. Pour cette raison, j'ai dit plusieurs fois aux Allemands de l'Est que c'était leur problème. Il fallait qu'ils sachent que nous allions laisser sortir les réfugiés, car les premières gelées allaient arriver et les gens ne pourraient pas dormir dehors. Miklos Nemeth, le Premier ministre hongrois, décide alors de tester la réaction de Gorbatchev, la seule qui compte pour lui. Il monte 2 opérations. La première discrètement. Il s'agit d'un pique-nique organisé par le mouvement pan-européen hongrois à Sopron, sur la frontière autrichienne. Les services secrets hongrois sont derrière. Par des canaux différents, oui. Je veux dire par là que nos services secrets se sont servis de leur réseau. Et par ces réseaux, nous avons pu faire courir une rumeur selon laquelle ça pourrait être intéressant pour les Allemands de l'Est d'aller à la frontière occidentale. Je me suis trouvé dans une situation insoluble et quand j'ai demandé à mes supérieurs ce que je devais faire, ils m'ont dit qu'ils ne disposaient d'aucune information. Selon eux, rien ne confirmait que cette foule viendrait à l'endroit du pique-nique. Et pourtant, la foule est bel et bien arrivée. Les services secrets étaient forcément dans le coup. Il n'y avait qu'eux capables d'organiser une entreprise aussi importante. 600 personnes se retrouvent devant la dérisoire barrière de barbelés qui sépare la Hongrie de l'Autriche. En quelques secondes,
J'ai compris que je n'avais aucun moyen de les empêcher d'une manière pacifique. C'étaient des gens déterminés à passer. Je me suis dit que si j'intervenais, il me restait 8 à 10 secondes, pas plus. Et cela risquait de se terminer dans le sang. Je n'ai pas bougé, et le groupe est arrivé ici même, à ce point de passage, devant cette porte dont le cadenas n'était pas fermé. La foule l'a retiré, et ils ont traversé la frontière. Moment historique, dont il n'existe qu'une dizaine de photos. Arpad Bella a laissé plusieurs centaines de personnes s'engouffrer dans la brèche. Ils viennent de piétiner leur rideau de fer. Quelques jours plus tard, une seconde opération est organisée, cette fois en direct par les services secrets hongrois. Ils décident d'exfiltrer vers l'Allemagne de l'Ouest les réfugiés de l'ambassade de RFA. Nous avons demandé de n'informer les réfugiés de cette action qu'une heure seulement avant le départ. Nous savions en effet que des informateurs de la Stasi étaient parmi eux. Nous ne voulions surtout pas qu'ils soient au courant de cette action secrète. Un avion suisse affrété par la Croix-Rouge internationale attendait sur la piste. À 1h du matin, nous avons fait monter les réfugiés. L'avion a décollé et a quitté la Hongrie. À 2h du matin, une centaine de réfugiés sont accueillis à Vienne, en Autriche. Ce sont des femmes et des enfants pour la plupart, car les hommes ont préféré rester dans l'ambassade à Budapest. Ils craignaient un piège de la Stasi. Le lendemain matin, l'officier de liaison de la Stasi est venu me voir. Il était scandalisé. Il m'a demandé si je savais ce qui s'était passé cette nuit. Je lui ai dit que je n'étais pas au courant. Pour la première fois, la frontière craque. Les 2 opérations test montées par les Hongrois sont positives. Gorbatchev tient sa promesse. Moscou n'a pas réagi. Près d'1 millier d'Allemands de l'Est passent ainsi à l'Ouest. Miklos Nemeth va donc plus loin. Le 25 août, il se rend sans en référer à quiconque au château de Gimnich, près de Cologne, en Allemagne de l'Ouest. Là, il rencontre le chancelier Helmut Kohl. Je lui ai annoncé carrément notre intention d'ouvrir les frontières. Alors cet homme grand et corpulent m'a regardé fixement et j'ai vu qu'il avait des larmes dans les yeux, le chancelier Kohl. Il m'a dit, si cette promesse se réalise, ce n'est pas moi, c'est le peuple allemand qui n'oubliera jamais cet acte de votre gouvernement et de votre peuple. Mais comme c'était un homme politique avec plus d'expérience que moi, il m'a demandé à 3 reprises si cette décision était bien prise en accord avec Moscou. Je lui ai ensuite demandé de me dire quand son pays serait prêt à recevoir ces dizaines de milliers de réfugiés. Il devait s'y préparer, car personne ne savait combien de centaines d'agents de la Stasi se trouvaient parmi ces gens que la RFA allait accueillir. À partir de ce moment, Miklos Nemeth a la Stasi sur le dos. On m'a montré des photos de mes enfants qui étaient à l'école maternelle. Elles avaient été prises par des agents de la Stasi. Sur ces photos, il y avait des dates qui prouvaient que mes enfants étaient surveillés. Ce qui laissait entendre que ma famille était peut-être menacée.
À partir de ce jour-là, pendant 3 semaines, mes enfants ont été accompagnés à l'école par les agents des services secrets hongrois. Et ma femme ne pouvait plus aller faire ses courses seule au marché. Le Premier ministre hongrois est aussi devenu suspect aux yeux des durs du Parti communiste. Je me suis rendu compte un jour que le premier secrétaire du parti faisait des remarques, en ne s'adressant pas à moi, sur des informations dont je n'avais parlé qu'avec mes 2 conseillers les plus proches. J'étais intrigué. Un de mes conseillers avait un de ses amis dans le contre-espionnage de l'armée. Il est venu un soir avec ses instruments et il a trouvé 4 micros installés dans mon bureau. Ainsi, j'ai compris par quels moyens Karol Grosz, c'était lui, le premier secrétaire du Parti communiste, connaissait les informations confidentielles dont je discutais avec mes 2 conseillers. Je n'ai pas fait enlever les micros, mais à partir de ce jour-là, nous n'avons plus abordé les questions sensibles que dans des bureaux choisis au hasard. Rien ne peut plus arrêter l'histoire en marche. Le 11 septembre 1989, les réfugiés du Père Cosma apprennent par la télévision que le gouvernement hongrois vient d'ouvrir la frontière. C'est la ruée. Plus de 10 000 Allemands de l'Est gagnent la RFA en 1 semaine. Cette fois, un pan du rideau de fer vient bel et bien de s'écrouler. Même si personne ne peut encore prévoir ce qui se prépare en RDA. Car à Berlin, le mur est toujours là, et bien là. Il a encore été modernisé ces dernières années. Rehaussé, équipé de caméras, de détecteurs de présence, de nouveaux miradors. Les chemins des Vaupeaux ont été élargis et les rondes renforcées. Le régime verrouille toujours autant la société. La Stasi est devenue championne dans les technologies de surveillance. Appareils photo dissimulés, mini-caméras, enregistrement à distance. Son imagination est sans limite. Résultat, aucun dissident un peu actif n'échappe à sa vigilance. Naturellement, nos unités du contre-espionnage ont toujours localisé les dissidents au début, lorsqu'ils étaient isolés, et plus tard, lorsqu'ils se sont organisés. Ils étaient repérés et des mesures étaient prises contre eux. Et la mesure phare, c'est toujours l'emprisonnement. Si, dans les années 80 à Hohenschönhausen, les cellules ne sont plus dans les sous-sols, elles restent sans ouverture. Les prisonniers sont toujours à l'isolement total, et les méthodes n'ont pas changé. Vera Langsfeld, militante du mouvement des droits civiques, les a expérimentées. Elle est dans la cellule qu'elle a occupée en 1988. J'ai été arrêtée avec 120 autres militants pour les droits civiques. 10 jours après, je suis passée devant le tribunal et j'ai été condamnée à 6 mois de prison pour tentative de préparation d'émeutes. J'ai toujours été consciente qu'il y avait des indices de la Stasi dans mon entourage. Lorsque j'ai lu mon dossier plus tard, j'ai été étonnée de voir combien il y en avait. Il y en avait en tout 49. Ils savaient tout sur moi, jusqu'au savon que j'utilisais, le produit que j'employais pour la vaisselle, bien d'autres choses encore. Ils savaient qui me rendait visite dans mon appartement, avec qui j'étais amie, etc., etc. Quelle pièce de théâtre j'allais voir, tout. C'est ici, au 4e étage de l'immeuble de la Stasi à Berlin, que le sort des Allemands de l'Est pouvait basculer. Le bureau d'Erich Mielke, le ministre de la Sécurité d'État. Il est resté tel qu'il était en 1989. Par ce standard, Mielke était en liaison avec tous les responsables du système. Grossman, son adjoint, chef de l'espionnage. Le comité central,
le gouvernement, l'armée, NVA, Nationale Volksarmee. Ici, la ZEIG, c'est-à-dire la section qui s'occupait des gens qui voulaient partir à l'ouest. On pouvait brouiller aussi les conversations ici. D'un simple coup de fil, d'une parole en réunion du comité de sécurité, Mielke peut faire arrêter, surveiller ou écouter qui bon lui semble. Et il ne s'en prive pas. Dieter Wellmann, diplomate ouest-allemand en poste à la délégation permanente, une sorte d'ambassade de RFA en RDA, a été une de ses cibles. Notre maison était constamment surveillée. Notre téléphone écouté, nous le savions. Je l'ai constaté personnellement. J'avais eu une conversation téléphonique, j'avais raccroché le combiné, et lorsque j'ai voulu refaire un appel, j'ai pu entendre ce que je venais de dire. Ces images rares, tournées par la Stasi dans les années 80, servaient à la formation de ses agents. Tout le monde était sur écoute. Leur réseau était si important qu'ils pouvaient tout entendre, et en particulier nos agents en Allemagne de l'Est. Chacun de leurs mouvements, le moindre bruit dans leurs appartements, tout ce qui bougeait dans leurs voitures était écouté. Les Allemands de l'Est entendaient absolument tout. Dans l'histoire de la CIA et en ce qui concerne l'Allemagne de l'Est, nous n'avons pas bien réussi. C'était un terrain particulièrement difficile pour nous. D'autre part, les nombreux espions que nous avions étaient également des agents doubles. À la fin, la CIA avait en tout 23 agents en RDA. Et sur ces 23 agents, 22 étaient des agents doubles. Cela veut dire que 22 travaillaient aussi pour le ministère de la Sécurité et un seul était un véritable agent de la CIA. Nous, en revanche, nous avons continué de recevoir des informations jusqu'à la fin de l'automne 1989. Elles provenaient de la République fédérale et de Berlin-Ouest et de toutes les institutions, de la chancellerie jusqu'au ministère des Affaires étrangères. Parmi les espions infiltrés à l'Ouest, Gabriel Gast poursuit tranquillement sa carrière au BND, les services ouest-allemands. J'avais un bon standing au BND. Le travail que je faisais était reconnu. On ne doutait pas de ma loyauté, ne serait-ce qu'en raison de ma situation familiale, de mon mode de vie. Tout se passait, comme on dit, dans la meilleure tradition bourgeoise. J'ai transmis des informations à l'Est jusqu'à la fin de 1989, si je me souviens bien, jusqu'en novembre. Je peux dire que le BND n'a pas pronostiqué que l'évolution irait vers un écroulement de toute l'Europe de l'Est jusqu'à la RDA. Le monde semblait toujours cimenté en deux blocs. Que tout d'un coup, tout un pan de l'Est implose de l'intérieur, cela semblait inconcevable. Que ce soit le KGB, la CIA, le BND, la Stasi, les services secrets sont dans le brouillard. Mais leur attention se focalise sur Mikhail Gorbatchev, le premier secrétaire du Parti communiste du RSS. Combien de temps va-t-il encore se maintenir au pouvoir? Car il prend de plus en plus de risques. Il était devenu clair que Gorbatchev n'avait aucune intention d'intervenir. Il ne l'avait pas fait en Hongrie ni en Tchécoslovaquie, il ne le ferait pas en Allemagne de l'Est. Ça, c'était devenu évident pour nous. Les difficultés avec l'Allemagne de l'Est s'intensifiaient. Alors, Gorbatchev a dit à Erich Honecker, « Il n'est pas question d'envoyer des troupes, il faudra que vous vous en sortiez tout seul. » L'année 1989 fut donc une année pendant laquelle celui qui prêtait attention aux événements pouvait deviner ce qui s'annonçait. Encore fallait-il être certain que Gorbatchev ne serait pas obligé d'intervenir dans les pays de l'Est.
Il y avait toujours la crainte que Gorbatchev ne puisse pas maintenir le cap. Nous connaissions bien sa situation. Le fait qu'il ait été forcé de supprimer le monopole du Parti communiste lors de la réforme de la Constitution soviétique en 1988 était naturellement un gros risque pour lui. Il s'était fait beaucoup d'adversaires parmi les membres du Parti communiste. Des opposants, Gorbatchev n'en a pas que dans son pays. En Allemagne de l'Est, dans les bureaux de la Stasi, Mielke et ses services secrets verraient d'un bon œil son éviction du pouvoir. On ne peut donc pas dire que Mielke a, jusqu'à la fin, approuvé Gorbatchev, la politique de Gorbatchev. Je dirais ceci, la perestroïka, oui, ça, il l'a encore comprise, et aussi bien accueillie. Mais la glasnost, c'est-à-dire la transparence, ça ne valait rien pour Mielke. Là, il était absolument contre. La situation était simple aux yeux de Mielke. Il a dit tout bonnement que l'Union soviétique avait trahi la RDA et que Gorbatchev avait trahi le communisme. Il avait des formulations très directes. Tout ce qui se passait en RDA à cette époque était la conséquence de cette trahison faite par Moscou. Nous l'avons créée avec l'aide de Moscou, cette RDA. Mais hélas, avec l'aide de Moscou, nous la détruisions. Le camarade Mielke était le seul qui a dit clairement que Gorbatchev était un traître, que Moscou avait trahi son socialisme. Il était le seul à le dire de manière claire et nette. Quand Mikhail Gorbatchev arrive à Berlin, le 7 octobre 1989 pour le 40e anniversaire de la RDA, il sait ce que le KGB et les apparatchiks des pays frères pensent de lui. Cela ne l'empêche pas, dès sa première rencontre avec la foule des journalistes, d'affirmer plus que jamais sa politique. Chaque peuple doit décider de son propre sort. Nous connaissons bien nos amis allemands. Nous leur faisons entièrement confiance. Les dangers ne guettent que ceux qui ne réagissent pas à la vie. Cette phrase est directement adressée à Honecker. Alors que leur monde est en train de s'écrouler, le dialogue Raïssa et Mikhail Gorbatchev, Margot et Erich Honecker est surréaliste. Berlin s'est soulevé. Le camarade Honecker m'a dit qu'une radio occidentale a communiqué qu'il y avait un soulèvement à Berlin. Vraiment? Oui, absolument. Il y a un soulèvement, effectivement. De toutes les générations. Que veut dire Gorbatchev en parlant de soulèvement? Sait-il que depuis quelques jours déjà, d'énormes manifestations ont lieu à Berlin et dans plusieurs villes du pays? La foule scande son nom, se réclame de la perestroïka, de la démocratie, et vitupère le régime Honecker, dont elle ne veut plus. Sait-il que la police du peuple frappe les manifestants et que la Stasi interpelle encore à tour de bras? Non. Il pense plutôt à la foule des jeunes bien alignés sur le trottoir au passage de son cortège officiel. Ces fêtes grandioses du 40e anniversaire de la RDA sont en réalité le chant du cygne du régime communiste. La cérémonie de clôture, Mikhail Gorbatchev s'en souvient avec nostalgie, 20 ans plus tard. Ceux qui ont été là-bas pour ce 40e anniversaire ont vu tout ce qui se passait en RDA. Quand toutes les 28 régions ont été présentes, c'était formidable. Les flammes étaient portées par des jeunes ou d'autres gens d'âge moyen. Ils chantaient, faisaient beaucoup de bruit, lançaient des slogans. Réunification, réunification. En octobre 1989, la société est-allemande est en ébullition. En plus des manifestations de rue, chaque lundi, les églises protestantes, à Leipzig, à Dresde, se remplissent de fidèles venus en principe prier pour la paix. La Stasi ne bronche pas.
La Stasi ne voulait pas anéantir complètement sa relation avec l'Église. La Stasi a toujours considéré l'Église comme un espace où justement les gens étaient tout à fait prêts à coopérer d'une manière ou d'une autre avec elle. Peut-être pas directement avec la Stasi, mais avec le régime. Donc, les gens propageaient dans les églises le message suivant. Nous voulons manifester pacifiquement, nous ne voulons pas remettre en question le système, nous voulons encore moins immigrer, mais nous voulons rester ici en tant que citoyens de la RDA et nous voulons transformer ce pays, cette république. C'est la population dans les mouvements de masse qui a provoqué la chute, pas les dissidents. Les dissidents voulaient renverser le régime, mais pour le remplacer par un régime démocratique. Ils pensaient qu'il était souhaitable d'avoir 2 États démocratiques allemands, dans l'intérêt de la sécurité de l'Europe. Leur idée de l'homme, leur idée de la République fédérale d'Allemagne, était négative. À ce stade de déstabilisation du régime communiste en RDA, on se demande pourquoi le KGB n'a pu prévenir ou enrayer le processus. Pourtant, il en avait les moyens. Boris Laptev nous révèle qu'au début des années 80, il dirigeait une cellule ultra secrète du KGB à Berlin, l'unité Lutsch. Cette unité a existé jusqu'à la fin, jusqu'à la réunification avec la RFA. Au début, notre tâche n'était pas de retarder tout processus d'effondrement du régime en RDA, si cela arrivait, mais de l'empêcher, tout simplement. Et voilà, quand ce processus est devenu trop avancé, lorsque les événements ont pris une telle tournure que la chute du régime était inévitable, là, notre tâche a été de le retarder pour que nous perdions le moins possible. Nous disions, ok, mais ça doit être au moindre coût pour nous. Ultime sursaut. Le KGB se réveille fin octobre et Nikolai Leonov est envoyé en mission secrète à Berlin-Est. À cette époque, mon chef direct, Vladimir Alexandrovitch Kryuchkov, général de l'armée, qui était depuis un certain temps déjà président du KGB, m'a dit « Vous devez partir immédiatement en RDA, à Berlin, et rester là le temps que vous jugez nécessaire, et vous devez me faire un rapport. » Je me suis envolé pour Berlin, et là, j'ai vu un tableau de chaos, le naufrage du Titanic. Je ne peux pas m'imaginer autrement la situation dans ce pays où tout était, pour ainsi dire, en état d'effondrement. Aucun de mes interlocuteurs ne me disait à l'époque que c'était la fin, que c'était le stade final. Le représentant du KGB, Novikov et moi, nous nous sommes mis au travail et nous avons écrit péniblement, presque avec le sang de nos propres veines, une dépêche destinée au comité central du parti. Nous avons répondu à 2 questions essentielles qui nous ont été posées. Nous avons écrit de façon directe, 1. Il n'est pas possible de garder la RDA comme État souverain. 2. Le régime socialiste en RDA n'a pas de perspective, il va s'effondrer. Le Parti communiste tente pourtant de renverser la situation. Les rénovateurs prennent le pouvoir. Egon Krenz remplace Erich Honecker que Gorbatchev a lâché. Mais c'est trop tard. Les Allemands de l'Est n'ont plus peur. Ils abordent carrément la police du peuple, ce qui était impensable il y a quelques semaines encore. Quant aux agents de la Stasi qui rôdent autour des manifestants, ils font profil bas et se détournent des journalistes. Ils ne peuvent museler les caméras du monde entier qui tournent à plein régime. La Stasi a perdu pied. Le 4 novembre, près d'1 million de manifestants rassemblés sur Alexanderplatz exigent la liberté d'opinion, la liberté de la presse
la liberté de réunion, à la direction des services secrets. On comprend que la partie est jouée. Nous avons commencé à cette époque ce que nous appelions la restriction au minimum de nos dossiers. Cela veut dire que nous avons détruit tout ce qui pouvait donner des informations sur nos agents et sur les sources que nous avions dans les institutions les plus variées à l'étranger. Le nouveau pouvoir communiste décide de lâcher du lest, c'est-à-dire d'entrouvrir la frontière avec la RFA. Le 9 novembre à 18h30, dans une conférence de presse retransmise en direct à la télévision, Günter Schabowski, membre du Politburo, annonce une étonnante nouvelle. Les voyages privés vers l'étranger peuvent être autorisés sans présentation de justificatif, motif du voyage ou lien de famille. Les autorisations seront délivrées sans retard, y compris celles à durée permanente. Elles peuvent se faire à tout poste frontière. Un journaliste pose une question. Quand cette décision entre-t-elle en vigueur? Et là, il se passe une chose incroyable. Schabowski consulte ses notes et répond. Immédiatement, c'est ça. Immédiatement. Ce mot, ce simple mot va faire basculer l'histoire. Stupeur, incrédulité, étonnement. Les journalistes se précipitent. Ils ne savent que penser. Les télévisions et les radios occidentales ont exploité ce lapsus dans tous les journaux d'information qui ont suivi la conférence de presse. Il était en réalité prévu que le lendemain, on ouvrirait la frontière seulement aux gens munis de papiers, sur lesquels il y aurait eu un tampon. Lapsus ou pas, les Allemands de l'Est n'en attendaient pas tant. Ils sont des milliers à se présenter aussitôt au point de passage vers l'Ouest. La Stasi et les Vopo n'ont pas reçu d'instructions. La barrière de Bornholmer-Strasse s'ouvre la première. Il est un peu plus de 23 heures. Vers minuit, j'ai été réveillé par l'officier de service. Il m'a dit qu'un télégramme avait été envoyé en urgence au chef du renseignement à Moscou sur ce qui venait de se passer. Le lendemain, ça a été la tempête. Toute la journée, on nous a appelés de Moscou sur les lignes téléphoniques secrètes. On nous demandait sans cesse ce qui se passait dans la ville. Les services secrets n'ont joué aucun rôle dans ces événements qui ont précédé la chute du mur. Ce qui s'est passé le 9 novembre au soir est le résultat de cette conférence de presse de Schabowski. Une marée humaine investit le mur. Symbole de la séparation du monde en deux blocs, il tombe après plus de 28 années d'existence. La guerre sans relâche que se sont livrés les services secrets se termine par arrêt cardiaque du bloc soviétique. Quelqu'un est entré et m'a dit « mets la télé ». Et ça y était. Les gens passaient d'Allemagne de l'Est à Berlin-Ouest. Et tout ce que je pouvais faire, c'était regarder CNN. CNN, c'est comme une caméra dans un grand magasin. Elle marche en permanence et s'il se passe quelque chose, alors elle est certainement mieux informée que n'importe qui. On a dit plus tard, comment se fait-il que la CIA n'ait rien su? Eh bien, peut-on savoir quand la foudre va frapper? Helmut Kohl était à Varsovie quand ça s'est passé. Il était à une soirée quand le mur est tombé. Et moi, j'étais ici. Si quelqu'un avait pu savoir qui était-ce? Qui aurait pu savoir d'avance que cette nuit, le mur de Berlin allait s'ouvrir? Personne.